Madame la sénatrice, cher Cédric, mesdames, messieurs, le thème de ce soir est vaste. L'intitulé, c'est Reconstruire la nation scientifique. Et tous les deux, avec Cédric, on avait en tête la très belle formule de condenser la nation apprenante. Pourquoi il est utile que, de nouveau, dans une perspective républicaine, la nation soit apprenante. Alors, comme Cédric ne peut pas rester trop longtemps avec nous, je vais lui passer la parole en essayant de maintenir son temps de parole dans une vingtaine de minutes. Voilà. Et puis après, directement, on passera la parole à Lassane pour qu'il puisse y avoir un échange entre toi et Lassane. Et puis après, moi, je peux bien aussi enchaîner un petit peu quand tu seras obligé de partir. Alors, vas-y. Exactement, merci. Tout le monde m'entend bien? Oui, je m'en excuse, je devrais vous quitter assez tôt pour rejoindre un autre événement de conférence débat qui se tiendra à Cartétieux à Orsay. Et dans ce premier événement ce soir, c'est un plaisir de venir ici sur un thème qui m'est tellement cher et avec des personnes qui me sont très chères. En particulier avec Pierre, nous avons maintes fois porté des sujets ensemble au Parlement et travaillé ensemble à l'Office parlementaire scientifique sur quantité de dossiers, au-delà de notre affection pour notre Corrèze natale. La nation, quand on dit la nation scientifique, c'est quelque chose qui s'occupe transversalement de toute la nation. Ça veut dire un projet qui rassemble scientifiques et non scientifiques, je veux dire quelque chose qui lie les personnes dans la science et le métier et ceux dans la science n'est pas le métier. Quelque chose qui lie les jeunes et les adultes, et quelque chose qui est de l'ordre du lien dans l'ensemble de la société, la nation, en tant que quelque chose qui fait lien, qui fait société. Et pour l'introduire, je partirai d'un souvenir d'enfance. C'était en 1985 ou 1986, alors que j'étais élève au collège et que quelque part, dans un préfabriqué, le professeur de mathématiques, pour la première fois, nous a dit: écoutez, maintenant, nous allons apprendre à démontrer. Je me souviens très bien de cette séance particulière, parce que l'apprentissage de ce que c'est qu'un raisonnement organisé, structuré, où il y a des flèches, des causes et des conséquences, etc., c'est quelque chose qui est naturel pour personne. On a beau être issu d'une famille cultivée, c'était mon cas, on a beau être une école qui n'était pas particulièrement un collège renommé, et dans un collège, école publique, je précise au passage. Et on peut résumer ma carrière dans les 14 années qui ont suivi, jusqu'à mon habilitation à diriger des recherches, en disant que chaque année, j'ai appris à faire des démonstrations plus compliquées que l'année précédente, plus riches, plus subtiles, plus originales, où il fallait déployer plus d'imagination pour trouver la suite logique, mais le début, c'est dans mon cours de quatrième, dans mon cours de troisième, dans mon cours de seconde, sur des petits raisonnements, des énoncés de géométrie euclidienne, comme c'est le cas pour beaucoup de mathématiciens, que j'ai dû l'exercer, et mes enseignants ont su faire le travail à l'époque. Je me souviens que je lisais récemment sur une matinale consacrée à la question mathématique. Je peux vous citer le nom de tous mes professeurs de mathématiques, sans exception, de toute ma scolarité, plusieurs décennies après, tellement c'est quelque chose qui a été marquant, et tellement c'est quelque chose qui a été dans lequel le transfert s'est fait, pas seulement un transfert de savoir, mais un transfert d'idéal, de savoir-faire, de motivation, quelque chose qui a su tenir ma carrière scientifique comme ça a tenu celle de quantité de collègues. C'est une banalité, mais répétons-le encore, chaque lauréat du prix Nobel de la médaille Fields peut citer un ou des enseignants qui l'ont marqué dans son parcours. C'était le cas encore tout récemment, notre dernier prix Nobel de physique, Alain Aspect, qui dans un petit document très émouvant, se rappelait les sorties de terrain qu'il faisait avec son professeur des écoles dans tel établissement du sud-ouest, sur les traces de telle ou telle grande aventure scientifique française. Et c'est l'occasion de rappeler aussi que les sciences, ça s'adresse à toutes sortes de publics. Les sciences, c'est aussi quelque chose dans quoi on peut lire des objectifs variés. Les mathématiques encore plus que le reste. Mathématiques, c'est une discipline qui se met à votre service quand vous avez des comptes à faire, un budget à tirer, des statistiques à lire.
mais c'est aussi une discipline qui participe à l'entraînement de votre raisonnement quand il s'agit précisément de se familiariser avec la construction des raisonnements déductifs, là où la plupart d'autres sources de savoir nous incitent plutôt au raisonnement inductif. Mathématiques, c'est quelque chose qui maintenant fait partie de la culture d'ensemble de notre société, ou devrait en faire partie dans un monde qui a été façonné par les sciences mathématiques plus que jamais. Faut-il rappeler que la Seconde Guerre mondiale s'est gagnée en partie sur des compétences mathématiques, et ça a été quelque chose d'extrêmement significatif. Je veux dire, l'issue aurait pu être différente, ou tout au moins la guerre aurait pu être prolongée de bien des années si la compétence mathématique avait été différemment distribuée. Mais mathématiques, c'est aussi un objet de recherche, c'est aussi quelque chose qui vient s'incorporer aux disciplines, à toutes les disciplines scientifiques. C'est aussi un objectif en soi. Et particulièrement en France, dans un pays qui s'est construit sur une tentative de recherche à tout crin d'universalisme, dans une nation qui devait agglutiner ou rassembler des peuples et des langages variés. C'est un projet national, si on peut dire, depuis le début, ou presque. Et même, on peut dire, là où aucun projet politique ne se fait sans volet éducatif, je veux dire, aucun projet politique n'aboutit sans qu'il y ait une déclinaison dans l'éducation, dans le système éducatif de ce projet, on peut argumenter que le projet politique de la France, c'était aussi l'éducation à une époque où elle s'enorgueillissait d'être une nation qui apportait la lumière aux autres, qui allait faire le travail de défrichage, avec souvent une arrogance incontestable, mais avec cette idée, c'est à nous d'aller puiser la lumière, de voir plus loin que les autres et de l'enseigner aux autres. Projet depuis le début, au sens où, depuis que les sciences se sont organisées en sciences, elles ont été extrêmement importantes dans la vie française. Nous fêtons cette année le 400e anniversaire de la naissance de Blaise Pascal. Je fais partie du comité de pilotage des célébrations nationales. J'ai donné le coup d'envoi des célébrations le 13 janvier dernier à Clermont-Ferrand, avec conférences publiques, visites de lycées, rencontres d'enseignants, conférences de presse et ainsi de suite. Et tout au long de l'année 2023, il y aura des célébrations autour de Pascal, grande figure de la philosophie française et mondiale, bien sûr, grande figure de la théologie, grande figure de la morale et tout ce que vous voulez, mais aussi grande figure des sciences physiques et mathématiques. C'est même en mathématiques qu'il a commencé. Au démarrage, sont ses premières armes, sont ses premiers faits de gloire. Le traité qu'il a écrit à 16 ou 17 ans sur les coniques, qui représentait une rupture par rapport à tout ce qui avait été écrit avant et qui était un premier coup de génie. Et la petite vingtaine d'humains qui ont l'honneur d'avoir laissé leur nom à une unité de mesure. Aujourd'hui, les pascals, les hectopascals, c'est une unité de mesure de la pression, ça fait partie d'un langage universel. Et ça nous rappelle que, à cette époque, les pascals et autres, ils étaient au cœur de la vie scientifique, culturelle, politique française. C'était juste avant la fondation de la première Académie des sciences en France, en 1666. Pascal meurt juste avant, en 1662. Et toute la vie intellectuelle en était sans aucun doute pénétrée. Il y avait une grande notion de respect, il y avait de hautes fonctions qui étaient données aux uns et aux autres. C'était un sujet qui était pris extrêmement à cœur par Colbert, par le roi et ainsi de suite. Et à cette époque-là, c'est pas exagéré de dire que la moitié des mathématiciens dans le monde, au moins, étaient français. Et les plus brillants sans conteste, la première moitié du XVIIe siècle, Pascal, mais aussi Descartes, mais aussi Fermat, ceux qui ont vraiment défini le langage, les outils, qui ont construit tout à partir de rien, dans une époque où le raisonnement par récurrence n'existait pas, la notion de fonction n'existait pas, et où tous les outils de base dans la révolution scientifique en cours, il fallait les construire. Et tout au long de l'histoire de France, on voit les sciences et technologies jouer un rôle majeur, et mathématiques en particulier. On voit le XVIIIe siècle, on peut parler de la profusion de savants français du XVIIIe siècle, mais rappelons juste qu'au moment de la Révolution française, quelques années plus tard, au moment où la France est assiégée par quasiment toute l'Europe, au moment où toute la nation risque de s'écrouler, l'Académie des sciences juge qu'il n'y a aucun projet plus urgent que d'envoyer 2 mathématiciens et astronomes, Delambre et Méchain,
mesurer avec une grande précision le méridien dans sa déclinaison française et jusqu'en Espagne, afin d'obtenir des mesures de la Terre la plus précise qui soit. On leur dit dans la lettre de mission que c'est la mission la plus importante dont un humain ait jamais été chargé, qu'il s'agira, à partir de la mesure de la Terre, définir l'unité de mesure universelle qui permettra à tous les peuples de communiquer de façon fluide, où le mètre ici, ce sera la même chose qu'ailleurs, là où la toise, ou l'arpent, ou la coudée, ou qui sait quoi, elle variait de village en village, de province en province. Et ces deux heureux ou malheureux mathématiciens, ils se sont retrouvés pendant des années ballottés dans la guerre d'hyperinflation, pris par des fous, par les villageois qui ne comprenaient pas un mot de ce qu'ils faisaient, et ainsi de suite, avec le sentiment d'être vraiment en charge d'une mission sacrée, une mission pour leur pays. C'est Talleyrand lui-même qui, au Parlement à l'époque, lance ce projet en expliquant combien il est important pour la grandeur de la France et tout. Et notez bien, la France, toujours dans ce paradoxe, c'est une mission universelle, pour tous les pays, pour tous les temps, et seule la France est assez grande pour s'en occuper. Dans ce paradoxe, où on pourrait avoir une sublime arrogance, mais en tout cas cette conviction que les sciences exactes jouent un rôle majeur dans la construction de la nation. On peut continuer avec Napoléon, figure ambivalente, s'il en est ô combien dans l'histoire. Son expédition d'Égypte, qui est à la fois une expédition coloniale avec tous les massacres que ça représente, et une expédition scientifique de la toute première qualité, dont les récits, dont les comptes rendus sont aujourd'hui soigneusement conservés dans des éditions incroyables, vénérables. Et Napoléon, qui faisait partie, certes avec une bonne dose de piston, de l'Académie des sciences, incarné par sa personne même la nation dans tout ce qu'il y a de régalien, la nation dans tout ce qu'il y a de scientifique, très fier de pouvoir discuter avec les meilleurs savants de son époque et de soutenir la conversation et d'être l'héritier de cette tradition. Ludwig Boltzmann, l'un de mes physiciens et mathématiciens fétiches, j'enseigne sa théorie aujourd'hui en master à l'université Lyon 1. Ludwig Boltzmann, dans un texte qu'il a consacré dans un certain éloge, parle du style scientifique et explique comment de nation en nation les styles scientifiques varient et comment quelqu'un qui est dans l'art peut reconnaître le style d'un Cauchy ou le style d'un Weierstrass et distinguer entre les cultures. Et la première qu'il évoque est la nation française, en disant une extraordinaire ou une extrême élégance de forme caractérise l'école française, alliée à je ne sais quelque fragilité dans l'ordre et l'enchaînement des déductions. Toujours en équilibre, toujours en audace, toujours en funambule. C'est le style français. On le trouve très bien on le trouve très bien dans Pascal. On le trouve encore aujourd'hui en un sens. Je pense être héritier de cette tradition. Mais j'insiste sur le fait, Boltzmann pense à la France comme une grande nation scientifique avec son style, sa particularité. Et il ne parle pas de 36 nations, hein. Il parle de la France, il parle de l'Angleterre, il parle de la sphère allemande, c'était l'époque où bien qu'autrichien, il se définissait lui-même comme un scientifique allemand. Et ça a fait partie de notre histoire. Encore aujourd'hui, quand vous faites le compte des médailles Fields attribuées dans les 20 dernières années, vous trouvez que la France est la nation la plus décorée. Quelque chose en est resté. Et pourtant, nous avons à n'en pas douter, dans ce projet scientifique national, un diagnostic sévère à porter. C'est un projet qui est malade. Malade à bien des égards, mais d'abord, ça se mesure par le malaise incontestable de nos enseignants, qui ne sont plus fiers d'incarner une nation scientifique et de porter les hussards de la République dans toutes les campagnes, dans toutes les chaumières, la parole, le relais de cet esprit scientifique et français. Ça peut se mesurer par les piètres résultats de nos écoliers, de nos collégiens dans les évaluations Teams ou PISA, dans lesquelles certains indicateurs ils sont en lanterne rouge, en dernière position de l'Europe ou de l'OCDE. Ça se mesure quand, des fois, on constate, la presse nous fait un article en remarquant que les petits collégiens ukrainiens qui arrivent réfugiés, ils trouvent que c'est de la rigolade, les programmes à la française, et que le monde, la vie mathématique ici est bien simple.
ça peut se mesurer dans la tension générale de la société à cet égard, et dans la façon dont, partout où je vais, encore ce matin, discussion avec la présidente du conseil d'administration d'une banque française, Monsieur Villani, nous aimerions bien que vous puissiez faire une intervention de votre conseil pour nous parler de la culture mathématique, l'appétit mathématique. Comment ça se fait que dans ce pays on soit arrivé à une telle situation? Comment ça se fait que l'école de la République que j'ai connue moi, et dans laquelle j'ai moi été, qui m'a porté, qui m'a permis de gravir les échelons, je ne la vois plus à l'œuvre? Et comment ça se fait qu'on se retrouve aujourd'hui dans une telle situation, à une époque, paradoxalement, où mathématiques, les sciences et les mathématiques n'ont jamais autant fait partie du discours ambiant et des enjeux, des statistiques tous les jours, pour tenter de déchiffrer les questions épidémiologiques, des algorithmes dans la high-tech tous les jours, quand on discute des mérites de ChatGPT, quand on se demande si tel ou tel projet d'intelligence artificielle, ça va être une submersion venant de la Californie ou venant de Shanghai ou d'ailleurs. Et dans alors que cette espèce de rêve à la française de mathématiques dominant le monde est en train de se réaliser, nous voyons la France ici face à une situation qui est extrêmement inquiétante. Extrêmement inquiétante et qui ne pourra être résolue que si elle est prise non pas comme un sujet technique, en tout cas pas seulement comme un sujet technique, mais comme un projet culturel et politique, avec des questions de confiance, de statut et de fierté de nos enseignants qui passent par des questions techniques de programme, de formation, par des questions matérielles importantes de salaire, mais qui passent aussi par une vision d'ensemble, une force dont on ne voit pas bien qu'est-ce qui, dans le paysage actuel politique, pourra la ramener. Passera aussi par une vision de société de ce que sont les sciences, et surtout pas par la séparation des sciences ou par la séparation entre les sciences et les autres disciplines. Par exemple, je suis de ceux, c'est une vision partagée par bien des collègues à l'Académie des sciences, qui pensent que c'est une vraie erreur d'avoir remis un cours de mathématiques spécifique aujourd'hui dans les programmes séparés des autres sciences, avec d'un côté un cours de sciences qui s'occupe de cours interdisciplinaires, qui s'occupe de physique, de chimie, de biologie, et de l'autre côté un cours de mathématiques. C'est un message désastreux qui est envoyé à nos jeunes. Je fais partie aussi de ceux qui appellent de leur vœu depuis très longtemps la mise en place d'un enseignement d'algorithmique, d'informatique, mais c'est-à-dire avant tout d'algorithmique, dès le jeune âge. Quelles sont des choses qui peuvent s'enseigner en primaire, auxquelles on peut s'initier dès le cours préparatoire, bien avant d'avoir un écran en face de soi. Ce sont des choses sur lesquelles il y a un corpus pédagogique international. Ce sont des choses qui, là aussi, font partie de l'héritage français. Faut-il rappeler que Pascal est peut-être le premier pilier de la création de l'informatique, avant Leibniz, avant Jacquard, avant Babbage, avant Laplace. Faut-il rappeler que la mise en place des fondamentaux de l'informatique, c'est quelque chose dans lequel la nation française, dans ses déclinaisons scientifiques, a été associée depuis le démarrage et encore aujourd'hui. Le français est une langue qui se parle couramment dans les couloirs de la Silicon Valley, où nos chercheurs sont extrêmement prisés. Tout cela étant dit, pourquoi est-il impossible, depuis au moins 20 ans, d'envisager sereinement la mise en place de ces enseignements d'informatique, dans un contexte toujours tendu, où on trouve toujours les objections politiques associées à cela, et dans un contexte où cette grande faiblesse française de l'hystérie qui se lance dès qu'une question sensible est dans le débat semble paralysante. Je vous remercie pour avoir été si attentif à ce propos liminaire, et j'ai quelques minutes pour entamer la discussion. Damien Bonham-Cook. Je vais peut-être compléter un peu l'exposé de la situation avant de vous poser une question à tous les trois, mais encore plus spécifiquement à Cédric Villani. La situation elle est vraiment inquiétante. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, il a trait à quelque chose qui est très récent, qui a été mis en œuvre il y a maintenant 3 ou 4 ans, c'est la réforme du lycée. La réforme du lycée, en bouleversant
l'organisation en filière en le remplaçant par des spécialités choisies par les élèves, elle aboutit en 2 ans de pratique à ce que 25% en moins des élèves choisissent des spécialités scientifiques et que 66% de filles en moins choisissent des filières purement mathématiques. Donc on a là une réforme, une contre-réforme qui a été particulièrement efficace en 2 ans pour appauvrir les filières scientifiques. L'année dernière, des écoles aussi prestigieuses en physique que l'ENS Lyon ou l'école de physique-chimie n'ont pas rempli leur promotion au concours, les classes préparatoires. C'est-à-dire que les élèves ont choisi d'aller plutôt vers des écoles plus généralistes comme Centrale, plutôt que d'aller vers des écoles plus purement scientifiques qui ensuite permettent de se diriger vers des thèses ou la recherche. Depuis une dizaine d'années, les effectifs du CNRS sont à la baisse. Chaque année, au CNRS, on perd environ 30 à 50 chercheurs, depuis une dizaine d'années. Le motto aujourd'hui du CNRS, c'est la science au service de la société. C'est-à-dire, c'est pas la science, ça n'est plus la science pour elle-même, c'est la science au service de la société. Le Monde de ce soir consacre 3 pages à la crise de l'INRIA, qui est dirigée par un PDG qui entend, lui, pour le coup, asservir la recherche pour la mettre au service de la seule innovation. Au point que il y a une pétition qui regroupe peut-être un tiers des chercheurs, académiciens ou professeurs au Collège de France compris, qui demandent sa démission. Donc ça, c'est un constat, ça illustre la situation inquiétante ou le projet malade. Donc, ça peut paraître paradoxal alors qu'on est au devant de crises majeures comme celle du climat, de la biodiversité, et en face, on a l'impression d'avoir, c'est pas qu'on a l'impression, on a en face une majorité depuis 6 ans au pouvoir, dont l'obsession semble être, sinon d'asservir la science, au moins d'encastrer la recherche dans l'économie. Et donc ma question, elle est pour vous trois, qui êtes des parlementaires qui avaient des formations scientifiques ou qui exerçaient le métier de scientifique, c'est comment on fait pour convaincre la technocratie politique, les politiques, de l'urgence et de l'importance de la science et de la recherche pour elle-même, au-delà de ses apports direct à plus ou moins court terme vers l'innovation, et plus spécifiquement pour Cédric Villani qui s'approchait le plus près du cœur du système, pourquoi ça marche pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Merci beaucoup. Prenons quelques questions. Pierre-Yves, Françoise et monsieur. Oui, bonjour. Écoutez, c'est très simple, on ne convaincra personne, hein, s'ils n'ont pas envie d'être convaincus. C'est ça. Ensuite, vous savez comment l'honorabilité se décrète dans nos nouvelles sociétés, c'est à ce que vous gagnez. Alors, quand vous voyez, moi j'ai un fils qui débute en physique, c'est misérable. Alors, à partir tant que je n'aurai pas un ministre qui me dira voilà, on va doubler les salaires des enseignants, il ne faut pas la peine d'écouter ce qu'il va raconter. Bon, il se passera strictement rien. Mais ce n'est pas sur ce plan-là que je voudrais poser la question, parce que c'est assez facile, on l'a compris, hein, tout le monde a compris. Ce qui me tarabuste, c'est un peu plus abstrait, puisque vous êtes parti donc, de ce cher Pascal. J'ai l'impression que maintenant, finalement, le fin du fin de la diffusion de la science, c'est d'apprendre des méthodes. Il y a ce qui se fait, il y a ce qui se fait pas. Et ce qui ne se fait pas n'est pas vrai. Alors, je ne sais pas trop comment Pascal aurait inventé, si c'est lui qui l'a inventé, le vide, contre les théologiens, aujourd'hui. Pascal, il serait toujours dans son Auvergne. Donc ça, à mon avis, c'est beaucoup plus grave, parce que c'est le cœur même de la capacité de faire du vrai par une méthode, au sens où on entend la science. Alors, comment, là ça serait peut-être un peu plus facile financièrement
de faire avancer les choses. Comment vous voyez une possibilité quand même d'arrêter de faire comme le monde qui a des méthodes comment il disait, pour nous apprendre à raisonner. Des codes. Voilà. Enfin, en fait, ils consultent trois théologiens pour nous dire ce qu'il faut penser de tel sujet, notamment au moment du Covid. Voilà, c'est tout. Bon, si on en reste là, on n'en sortira jamais. Alors, comment voyez-vous une possibilité, à votre niveau, et des gens comme vous, qui ont leur mot à dire, d'essayer d'insuffler un peu, bien sûr, de rationalité, mais aussi de soif, d'intuition, qui permettra d'inventer des choses. Voilà. Françoise, et ensuite monsieur. Voilà. On n'entend pas toi, c'est Françoise. Elle, monsieur qui est derrière. C'est une nulle en maths qui vous parle, ancienne. J'ai beau m'appeler Clément, mais franchement, il a dû tout prendre de son côté parce que moi, vraiment, les maths, ça a toujours été une plaie pour moi. Maintenant, ce qui m'a toujours frappé dans cette matière, à l'école, c'est que c'est terriblement abstrait. Et donc, quand on a commencé à voir les opérations étoiles, après, il y avait les exponentielles et les raisonnements par récurrence, je trouve ça terriblement abstrait. Est-ce que vous estimez qu'en mêlant les mathématiques avec les autres sciences, c'est quelque chose qui pourrait être en partie résolu, parce qu'il y aurait quelque part des applications en vue, du concret. Voilà, moi je vais parler de la... Excusez-moi, franchement, Non, c'est monsieur. C'est derrière. Bonjour à tous, merci de votre conférence. Je suis un peu étonné parce que jusqu'ici, tant à la tribune que dans la salle, l'aspect scientifique se résume à ce que le sens commun appelle les sciences dures. Or, en France, nous sommes aussi un leader des sciences sociales. Pour le coup, on a encore cette position-là, comme dans les sciences dures. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Et c'est dans cette distinction que je trouve quelque chose de questionnant, parce que si, comme vous l'avez souligné, on est les grands perdants dans tous les classements internationaux en termes de résultats, et particulièrement dans les sciences dures, on est les grands gagnants dans le nombre d'heures d'enseignement. Alors, on est aussi les grands gagnants parce qu'on enseigne beaucoup de matières, parce qu'on a une tradition généraliste qui, je pense, est précieuse pour faire la place à l'algorithmique, pour faire la place à un enseignement mathématique plus complet, de qualité, pour faire la place à un enseignement globalement scientifique de qualité. Comment fait-on Comment on peut ramasser les programmes? Comment on peut faire moins tout en faisant plus? Voilà, c'est ça ma question. Merci. Oui, moi je vais parler en deux mots de la Russie. Je condamne naturellement l'invasion de l'Ukraine. Je ne parle pas de Poutine, mais je parle de la Russie. En deux mots, tout le monde connaît que c'était les premiers à envoyer quelqu'un dans l'espace. Hein. Il y a encore une coopération qui se fait au niveau russo-américaine avec les fusées, entre Roscosmos et la NASA. Mais ce qui me surprend un peu, vous avez parlé des tests des petits Ukrainiens qui étaient meilleurs en mathématiques que les petits Français. Ça rejoint un peu ce que je dis. En fait, ce qui me désole, c'est que la Russie, quand même, est un nain économique et arrive quand même à avoir un Internet qui est souverain, ne serait-ce que par Contact, qui est Facebook, par Rostelecom. Et moi, j'étudie le russe à l'INACO, où d'ailleurs les sciences humaines sont vraiment très développées, hein, ce qui est un atout pour la France. Hein. Et ce que je remarque, c'est qu'ils ont un moteur de traduction qui est excellent, qui est du niveau d'ailleurs de tous les moteurs de traduction, c'est yandex.com. Est-ce que tu peux aller droit à ta question parce que... Un commentaire sur le le ferait, sans problème. Et puis, bon, moi, ce que
je demande, à tort ou à raison, est-ce qu'il existe encore une coopération entre scientifiques entre l'Europe, la France et la Russie? À tort ou à raison, je n'entrerai pas dans ce débat. Moi, la question que je me pose, c'est, je crois que tout ça, c'est un ensemble culturel. C'est-à-dire, derrière tout ça, il y a les valeurs que la société dans son ensemble porte. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans l'immédiateté. On veut arriver à gagner beaucoup d'argent rapidement. Ça rejoint ce qu'avait dit l'autre personne. Le système de valeurs, il est amené par les talents monétaires, mais je ne pense pas qu'on puisse faire des sciences avec de l'immédiat. Tout ce qui est scientifique, ça nécessite du travail, de l'humilité, du courage, de la persévérance et du temps. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas dans les valeurs dominantes. Et le temps, ça peut se traduire concrètement, par exemple, peut-on donner des objectifs comme on en donnerait dans n'importe quel projet de construction à des chercheurs du CNRS? Tu trouves ça dans 2 ans? C'est pas réaliste. Je crois qu'il faut des chercheurs, il faut qu'on leur foute la paix pour qu'ils puissent chercher. Il faut trouver des moyens pour pas avoir des branquignoles, certainement, mais il faut les laisser libres. Il ne faut pas les mettre sous pression, sous une espèce de pression immédiate. Et c'est une suggestion que je fais, que je me pose. Merci. Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu ne crois pas qu'un des problèmes, c'est lié au fait qu'il y a une crise de la notion de progrès? C'est-à-dire que la science a été longtemps adossée à l'idée du progrès scientifique et humain, si je puis dire. Et qu'avec le débat sur l'écologie, etc., sur les turpitudes, entre guillemets, technologiques, on n'a pas embarqué dans la critique de la science elle-même. Après, la deuxième question, c'est le relativisme ambiant. Moi, j'ai fait des études de mécanique quantique et de relativité, donc de ce point de vue, je comprends le principe de relativité, mais ça n'est pas le relativisme. Bien sûr. Le relativisme vise à penser que, alors c'est peut-être à contrepoint de l'idée d'avoir présenté la science comme étant péremptoire, c'est-à-dire plus l'affirmation de savoir, si je puis dire entre guillemets, incontestable, que l'explication, comme tu disais très bien, c'est-à-dire comprendre comment se construit la compréhension et comment on aboutit à des conclusions fondées. Bon. Est-ce qu'il n'y a pas autour de cette notion de... alors il y a eu toutes les crises de l'expertise, cette idée du manque de confiance dans les conclusions de la science, alors même qu'à mon avis, ça aurait dû impliquer davantage de capacité pour chacun d'être un peu acteur d'une certaine compréhension et donc d'être quand même critique ou adhérent, si je puis dire, à la conclusion scientifique. Et pour compenser cela, ça va être un peu difficile dans cette période où le complotisme est quand même extrêmement fort. Et ça, je pense que de toute façon, on ne sortira pas de ces problèmes uniquement par des choix politiques partisans. Je pense qu'on a besoin de reconstituer dans la société des blocs convergents sur les façons dont on peut réhabiliter l'envie de science, l'enseignement, etc. Bon, moi, je reste quand même convaincue. Alors, explique-nous aussi qu'est-ce que tu dis sur les enseignements scientifiques et mathématiques. Parce que moi, qui étais prof de physique-chimie, en réalité, je suis une matheuse contrariée. J'ai quand même toujours pensé qu'il y avait quand même un besoin de comprendre les maths en soi, et pas seulement en adossement aux besoins des autres sciences. Merci beaucoup, chers amis, pour toutes ces riches questions. Comme je n'aurai que quelques minutes pour répondre, je lancerai dans certains cas des perches, je ferai passer, par exemple par Pierre aussi, je préfère passer aussi des documents complémentaires.
Et d'abord, je veux insister sur le fait que la science n'est pas une entreprise de... Enfin, en tout cas, la science, ce n'est pas le savoir. Il y a eu une époque où on parlait des savants pour les scientifiques, cette époque n'est plus, on distingue bien l'un et l'autre. La science est une démarche visant à approcher une situation d'incertitude. Il y a donc la contradiction est au cœur du projet scientifique. Et dans bien des cas, les grandes carrières de scientifiques sont des personnes qui ont été en désaccord, en réaction, voire en conflit ouvert avec leur maître. Quelque chose dont on voit des exemples petits et grands. La science, cependant, depuis l'époque héroïque des Pascal et d'autres, s'est énormément institutionnalisée. Ce sont des millions de personnes, ce sont des institutions qui brassent des budgets, des milliards et globalement de centaines de milliards à travers le monde, avec forcément quelque chose, des éléments extrêmement assis, institutionnalisés. Et c'est dans cette espèce de paradoxe qu'elle tente d'aboutir et que nous devons tous trouver où est l'équilibre. Trouver une façon où il y ait sans arrêt des marges de contestation, mais quand même d'avoir des voies unies quand il le faut et ainsi de suite. Cela pour dire en particulier que la situation actuelle, CNRS et INRIA, est globalement dans l'enseignement supérieur, pour préoccupante qu'elle soit, en matière d'organisation, ne sont pas pour moi les choses les plus alarmantes. La chose majeure pour moi qui manque dans le système, j'ai eu l'occasion de le dire en hémicycle, c'est l'argent, des moyens et une aisance sur l'ensemble. Pour avoir été cœur et acteur sous plusieurs gouvernements dans des comités qui s'occupaient de refonder ceci ou des états généraux qui s'occupaient de refonder ça, à une époque où c'était gouverné par la droite, par la gauche, par le centre, quoi que ce soit, c'est ma conviction que c'est mission impossible d'arriver à faire les bons équilibres, les bons dosages et ainsi de suite. Tu parlais de la situation au CNRS. Moi qui ai été universitaire toute ma vie, la situation dans l'université est quelque chose qui est plus inquiétant, et surtout pour des mathématiciens habitués à penser que directeur de recherche CNRS, c'est presque quelque chose qui ne devrait pas exister. Au sens où c'est bien professeur d'université qui devrait être les postes seniors, et qu'il faut garder les postes CNRS pour les jeunes. Là où chargé de recherche, c'est un super poste, compétitif nationalement, internationalement, etc. Et où il faut apprendre à aller se frotter à l'enseignement, y compris dans les universités. C'est une des raisons pour lesquelles je suis sorti à une époque de ma carrière du système des écoles normales supérieures pour aller dans une vraie, entre guillemets, université comme Lyon 1. Et quelque chose doit être beaucoup plus ouvert. Et que le CNRS avait pris un certain nombre de défauts, de ne pas être assez tourné vers l'enseignement, d'avoir une défiance. Ouais, on pourra en reparler et puis on passera les coordonnées, on en reparlera en direct. Tout ça, ce sont des gros débats. On fera un autre colloque. Maintenant, et puis j'appartiens à Lyon 1, c'est une université qui a été traumatisée par la mise en place des initiatives d'excellence. 10 ans de candidature infructueuse pour se retrouver avec rien, si ce n'est un truc en miettes. C'est de ça qu'il faut parler. Ah ben oui, mais on va pas, une fois que tu arrives là, on va surtout pas recommencer. On trouve un autre moyen de donner de l'argent à ceux qui en ont besoin, mais on arrête de prendre la tête sur les gouvernances et autres. Les laboratoires d'excellence sont beaucoup mieux passés, mais globalement, les initiatives d'excellence, ça a été un calvaire pour le pays. Et on en reparlera, mais l'idée de dire, comme on dit parfois, on va tous se réunir tous pour tout remettre à plat et tout, non, surtout pas, on va se repartir pour encore d'autres débats. On en reparlera de ça. Maintenant, je voudrais insister en long et en large là-dessus avec la plus grande force. Oui, ce qui se passe dans la recherche est préoccupant et tout ça, mais ce qui se passe dans l'enseignement est plus inquiétant. Et oui, ce qui se passe au lycée est inquiétant, mais ce qui se passe à l'école primaire est plus inquiétant et plus important, au sens où ça conditionne plus. Pour être un peu brut décoffrage, quelqu'un qui en seconde a déjà le goût des maths va le garder, sauf exception. Quelqu'un qui... Alors, il y a plein de défis. Alors pour les filles, truc majeur, c'est qu'il n'y a que 2 options, que 2 spécialités en terminale, ça c'est un problème majeur. Il en faut minimum 3, la réforme Mathieu, le rapport Mathieu en proposait 4, et on ne peut pas, dans un contexte où il y a que chaque fois qu'il y a un choix dur à faire, c'est là que les stéréotypes reviennent au galop. Et donc, pour éviter, quand on veut lutter contre ces stéréotypes, il y a des moments où il faut mettre les choses par défaut, ou automatiquement, etc. Si on laisse le choix et qu'il y aura un choix difficile à faire, on peut être sûr que bien des filles se réfugieront sur ce qu'elles pensent être le cœur valeur pour les filles. Je serai vétérinaire, je serai infirmière, ou qui sait quoi,
et tous les autres clichés qui ne font qu'amplifier. Un cliché, c'est quelque chose de dur. Spontanément, ça augmente. Les clichés augmentent, et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui, en 2023, moins de filles dans les promotions de mathématiques à l'école normale supérieure qu'on en voyait à mon époque. Même si la mixité avait déjà été ouverte depuis une quinzaine d'années. Et donc, j'insiste sur les choses qui se passent très tôt. Alors pour la terminale, ce truc-là, 3 ou 4, c'est indispensable. Ce que je disais sur le mathématique séparé du reste, c'est pas le fait que mathématiques doivent être forcément rendues concrètes. Non, mathématiques c'est abstrait, on peut rien faire contre ça. On peut passer par des trucs concrets, mais c'est pour en arriver à en tirer quelque chose. Par analogie, mais aussi pour arriver à en tirer quelque chose. Le succès de la méthode de Singapour, pas vraiment original, puisqu'elle a synthétisé, copié et synthétisé les méthodes qui avaient fait leur preuve dans le monde occidental, avec un brin de Montessori, un brin de Freinet, un brin de Kuisner, un brin de ceci et cela, mais en insistant ad nauseam sur le triptyque concret, puis nomination, un langage, puis l'abstrait, et ainsi de suite. On commence par manipuler, puis on classe, puis on apprend le concept abstrait, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans la vraie vie, dans l'histoire, les deux sont allés de pair. Mathématiques et physique moderne sont nés ensemble au XVIIe siècle, et petit à petit on fonctionne en arrière-tour, entre le concret et l'abstrait, et ainsi de suite. Et ça reste vrai, au sens où bien des illustrations, mais aussi des explications, on va les retrouver du côté abstrait. Mais il ne s'agit pas de dire que mathématiques est au service de la physique. C'est même souvent l'inverse. Il faut bien songer que peut-être la moitié des concepts qu'on utilise en mathématiques sont issus de la physique, directement ou indirectement. Que la mécanique des fluides est ce qui a donné lieu au concept abstrait d'équation différentielle. Que la cristallographie est ce qui a donné la théorie des groupes dans une version ultra abstraite, et ainsi de suite. Ça, il faut le garder en tête. Surtout pas croire que le simple fait de mettre un exposé en termes concrets, ça va le rendre plus facile. C'est une bêtise, ça peut même brouiller les cartes. Mais comme une étape dans la construction du raisonnement. Mathématiques, c'est abstrait, mathématiques, c'est difficile aussi. Ça, il faut insister là-dessus. On attend de nos élèves de collège qui comprennent ce que c'est qu'une fonction. Mais à l'époque de Pascal, même les meilleurs du monde ne savaient pas ce que c'était une fonction. Pascal et Descartes n'ont pas la même notion, Descartes se méfie, pour lui c'est seulement des équations algébriques, et ainsi de suite. C'est dur. Si c'était dur pour ces gens qui étaient des génies, c'est dur aussi pour nos enfants. Et donc il y a un élément. Moi, je dis souvent, j'ai compris ce que c'était une fonction abstraite que le jour où je me suis retrouvé face à l'exercice montrer qu'une fonction réelle est somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Bon, je ne vais pas insister. Mais je vois l'énoncé, je me dis, il y a forcément une erreur dans l'énoncé, parce que je ne sais pas de quelle fonction il s'agit. Il manque quelque chose là, pas possible. Et puis je réfléchis tout, mais bon sang, c'est bien sûr, je peux construire deux fonctions à partir de la fonction que je recherche. Et donc là, d'un coup, j'ai compris, mais je peux manipuler des fonctions sans avoir aucune idée des formules que ça représente. Là, j'ai fait un saut. Alors, toutes les fonctions qu'on m'a présentées avant, il y avait des cosinus, des carrés, tout ça. Là, j'ai compris que je peux manipuler des fonctions abstraites. Il a fallu faire le travail au détour d'un exercice. D'ailleurs, tant qu'on n'a pas fait l'exercice, on n'a pas compris le cours, même si on a l'impression. Mais c'était pareil pour les gens avant. Ils se sont exercés à ces là. Les concepts ont émergé, sont distillés. Aujourd'hui, il faut que nos enfants refassent le parcours. Avec cette chose qu'il faut rappeler toujours, s'il n'y a pas de démarche active, il n'y a pas d'apprentissage. L'élève qui est seulement passif n'apprend pas. Il entend des mots-clés, où il va les ressortir, un jour il les ressortira mal parce qu'il aura confondu un alternative de mots-clés, donc il n'a pas refait la démarche. Vous allez me dire, c'était déjà dans Socrate? Ah ouais, c'était vrai, ça dure. Il faut réussir à se réapproprier le truc en se l'apprenant, il va y avoir une attitude active. Et l'enseignant est le passeur là-dedans dans bien des cas. Sur la question sciences et méthodes et Pascal, alors Pascal aurait détesté l'idée qu'il y a une académie des sciences qui rend des avis et que les avis sont incontestables. Pascal, c'est un polémiste toute sa vie, prenant un plaisir à dégommer les adversaires aussi bien en théologie qu'en sciences, et même des trucs incroyables. Quand vous lisez les lettres qu'il écrit sous le pseudonyme d'Étonville, même dans sa période dite religieuse, avec la façon dont il dégomme certains grands noms de l'époque en disant qu'ils n'ont pas répondu à son concours, etc., avec une mauvaise foi par moment qui est incontestable, mais qui montre le plaisir qu'il prend dans la polémique et dans la bataille. Et Pascal, c'était le gars qui pouvait vous dire, chaque fois qu'on a établi une vérité, il faut aussi rappeler la vérité contraire. Pas
pas la vérité complémentaire, la vérité contraire, convaincu que, sauf dans le domaine mathématique, tout le monde, toute notre vie est faite de choses qui sont contradictoires et pourtant vraies ensemble, et ainsi de suite. Et ça fait partie des choses qui le rendent très appréciable à notre époque. Rationalité, attention! Esprit scientifique et esprit rationalité n'est pas vraiment aligné. Ou disons, vous pouvez être un grand scientifique et un irrationnel. Vous voyez Kepler et ses divagations sur les significations des trajectoires des planètes. Vous voyez Newton et ses caisses entières d'alchimie. Vous voyez les contradictions des uns et des autres. Et pourtant, tous les problèmes qu'on a eus et qu'on a encore sur les questions, par exemple, de gestion d'épidémie Covid, celle qui va me faire encore insulter sur Twitter presque chaque jour, sur certains choix qui ont été faits dans la présidence de l'Office parlementaire scientifique, c'est pas des questions de rationalité. Tout le monde prétend être le seul rationnel là-dedans. C'est une question de confiance. J'ai pas confiance dans la telle étude parce que la personne est invendue, j'ai pas confiance dans la telle, etc. Et la confiance, ça c'est une des grandes leçons que je tire de mon expérience politique, en majorité précède le rapport, l'action aussi et ça. C'est pas parce que vous faites des rapports transparents et tout ça que les gens auront confiance, ou peut-être sur un très très long terme, mais avant tout c'est parce que les gens ont confiance qu'ils vont prendre votre rapport. Et s'ils n'ont pas confiance, vous faire ce que vous voulez, ils n'auront pas confiance. C'est très très dur de renverser un a priori là-dessus. Et donc c'est pour ça qu'on insiste sur la nation scientifique. Le rôle de l'enseignement en sciences, c'est pas seulement de transmettre une méthode ou un savoir, etc. C'est de la cohésion de la nation, que les enfants aient confiance dans telle institution scientifique et telle autre, se convaincre que tel savant peut-être se trompe à un instant T, mais au moins est de bonne foi, et que c'est un pays qui va faire corps dans cet idéal de rechercher la vérité. Ce qui a été dit sur sciences exactes et sociales est très vrai. Attention, contrairement aux idées reçues, c'est en mathématiques que notre impact académique est le plus fort à travers le monde. Quand vous faites le bilan sur les articles, les citations, etc. Mais c'est complètement vrai. Et l'un des quelque chose dont je suis fier d'avoir plus modestement contribué du temps que je présidais au destiné de l'Office parlementaire scientifique, c'est d'avoir recruté quelques scientifiques à temps plein pour travailler pour l'OPEC, ce qui n'était pas le cas avant, mais en particulier qui a un poste pour sciences humaines et sociales dedans. Tellement c'est important et tellement envoyé, quel que soit le sujet qu'on traitait, que dans bien des cas, le vrai facteur limitant, important, délicat, c'est les sciences humaines, y compris dans un sujet comme l'intelligence artificielle, y compris bien sûr dans un sujet comme la vaccination et ainsi de suite. Sur les questions by the way, chaque fois que l'Académie de médecine publie un communiqué autoritaire disant la vérité est ceci, et voilà, il y a consensus là-dessus, ça avait l'effet opposé dans les franges complotistes, par exemple, de ce qui était recherché. Ça renforçait l'impression d'un complot généralisé. Autre effet sciences humaines, qui va on a fait un peu dans l'autre sens que ce que je viens de dire, mais qui est important et que pour le coup, je n'avais pas anticipé à l'OPEX. Quand le gouvernement rend la vaccination obligatoire en 2017, quasiment obligatoire pour les jeunes, avec un paquet de vaccins facultatifs qui est obligatoire, j'étais de ceux qui pensaient que ça augmenterait la défiance à l'égard de la population. Pas du tout. Les évaluations 3 ans plus tard ont montré qu'il y avait une adhésion de la population sensiblement supérieure, alors juste avant le Covid, sensiblement supérieure. Pour le coup, je pense que c'était très pascalien, quand Pascal parle du rôle de la machine. Faites et prenez l'habitude d'aller à l'église et vous finirez par croire, allez vous faire vacciner et vous finirez par penser que le vaccin est sans ambiguïté. À mon avis, il y a eu un effet très clair de cette routine, de cette habitude, de quelque chose, une habitude qui était imposée sur les convictions des uns et des autres. Je n'avais pas anticipé et c'est un effet qui a fond des questions de sciences humaines et sociales et sur lesquelles il y a encore débat. Sur la Russie est un poids plume économique et un poids lourd culturel et scientifique. Culturel et scientifique, j'ai eu la chance de voir la présentation de Tchekhov, la cerisée à la Comédie Française il y a quelques jours, je me suis redit ça, c'est impensable que sur le long terme il y ait une destinée politique du continent européen sans que la Russie en fasse partie. Je dis bien sur le long terme, on n'y est pas là c'est le contraire. Mais je fais partie de ces fédéralistes durs de dur qui pensent que le projet européen sera complet que quand la Grande-Bretagne sera revenue en morceaux ensemble et quand la Russie sera aussi dans le projet.
Et ce que la Russie a fait au 19e et surtout au 20e siècle en matière de science, c'est extraordinaire. C'est absolument incroyable. Au moment où c'était le pire politiquement, la pire dictature possible, ils avaient les scientifiques les plus inventifs, les plus extraordinaires, les plus audacieux qui soient. Je pense que la guerre actuelle va participer à plomber, voire enterrer durablement la science russe, parce que les institutions s'écroulent, parce que la confiance, tout ce que vous voulez. Mais là où le régime communiste avait l'intelligence de laisser des marges de liberté et de manœuvre et un statut privilégié aux scientifiques, le régime de Poutine, visiblement, s'en moque comme d'une guigne. Je ferai passer via PR un article que j'ai écrit précisément sur les scientifiques russes et un certain nombre d'ouvrages magnifiques sur la façon dont ils ont été extraordinaires en leur temps. Chers amis, j'ai répondu à presque tout, j'ai essayé. Crise notion de progrès, oui. Alors, crise notion de progrès, elle arrive maintenant avec quand on voit la crise, les questions de crise écologique, bien sûr, mais avant ça, c'est arrivé avec Hiroshima, avec une très forte remise en question de ce que c'est que le progrès. C'est arrivé dès la Première Guerre mondiale, quand on a vu les deux plus grandes nations scientifiques de leur temps s'exterminer. La France et l'Allemagne du XIXe siècle, à elles deux, elles écrivent quasiment toute l'histoire mathématique du XIXe siècle. Le reste, ce sont des broutilles en regard de ces deux géants. Quand on voit qu'ils sont lancés, ces deux nations qui étaient tellement fiers de leurs scientifiques, de leurs philosophes, tout ce que vous voulez, et se lancer l'une contre l'autre, tête baissée jusqu'à l'extermination presque, déjà ça remettait durablement en cause. Un ouvrage que j'ai lu sur Pascal, écrit par un spécialiste, philosophe chrétien chevalier de cette époque-là, qui écrit dans l'entre-deux-guerres, dit bien, Pascal a été mis sous le boisseau par le XVIIIe et par le XIXe siècle parce que il ne collait pas à l'idée de progrès et à l'idée de la raison qui domine la matière, l'idée de Descartes, l'idée de Kant et ainsi de suite. Mais quand sont revenus les grands doutes, avec les grandes tueries du début du XXe siècle, quand on se retrouvait face à la mort, quand on se demandait, voilà, on a résolu le problème de la faim avec les engrais, on a résolu le problème de ceci et de cela, on a atteint un niveau scientifique extraordinaire et pourtant on est tellement bas. C'est là qu'on s'est remis à lire Pascal et à le mettre au pinacle, parce que précisément, philosophe du doute, philosophe de l'humain, philosophe du lien, philosophe de la raison et de la matière ensemble, et là quelqu'un qui à son époque était un très très grand scientifique, mais bien être à contre-courant. Et chers amis, ça nous fait aussi de la matière pour futures discussions. J'ai débordé par rapport à l'objectif que je m'étais fixé moi-même. Je vais me sauver discrètement pour aller rejoindre un autre cénacle. Et Pascal, je vous remercie bien. Je vais essayer de continuer, mais après Cédric, c'est évidemment un peu plus difficile, en essayant de vous faire part plutôt d'une réflexion d'archéologue. Et juste avant qu'il parte, je voulais dire que quand il était président de l'OPEX, il m'a demandé d'être rapporteur d'une mission sur la façon dont les cultes avaient été modifiés par la Covid. Mission extrêmement importante qui m'a, certaines des conclusions m'ont fait juste halluciner. Tout à fait. Et il a confié ça à un sénateur communiste franchement athée et un peu laïcaire, celui qui avait montré sa grande ouverture. Mais je me souviens aussi, cher Pierre, de ton intervention lors du colloque de Notre-Dame sur Notre-Dame de Paris, avec des morceaux de bravoure sur ce thème. Et je t'en remercie. Tout à fait. Je te remercie. Oui, moi je me pose la question en archéologue, spécialiste plutôt de l'Antiquité et des problèmes agricoles, et j'essaye de regarder sur la très longue distance, c'est-à-dire 2000 ans. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui? Pendant la plus grande partie de notre humanité, les hommes l'humain, les hommes et les femmes, avaient comme énergie celle de leur propre corps, des animaux, de la force du vent et de la force du courant, c'est-à-dire l'hydraulique et les éoliennes.
n'a quand même pas inventé grand-chose. Et au XIXe siècle, avec les énergies fossiles, il y a un changement absolument spectaculaire. Alors après, on peut discuter, est-ce que c'est les énergies fossiles qui font le capitalisme ou le capitalisme qui fait les énergies fossiles? La question est intéressante, mais complexe à résoudre. Il se trouve qu'on est tous d'accord qu'aujourd'hui, ces énergies fossiles doivent être abandonnées. Et il faut retrouver quelque chose qui nous permette d'essayer de maintenir le même niveau de disponibilité de l'énergie pour pas sombrer dans une forme de sous-développement général, tout en maintenant quand même un niveau de vie pour les individus, pour que ce qu'on va leur proposer, le changement, pardon. Merci beaucoup. Oui, mais c'est comme ça, ça peut pas être pire. Merci. Donc, le changement fondamental sur toute cette période, c'est le nucléaire, bien évidemment. Parce que tout le reste, qu'on y revienne, hydraulique et éolienne, c'est des choses qui sont très anciennes, qui sont connues. Donc, on est face à un enjeu de l'humanité tel qu'elle ne l'a jamais connu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas descendre du vélo, il faut changer le vélo tout en continuant à pédaler. Ce qui est quelque chose que l'humanité n'a jamais connu. Et je pense que la seule solution pour faire face à ce défi, c'est la connaissance, le savoir, la science en général. Et dans ce projet politique, c'est un projet politique, on peut mobiliser toute la nation et dire que chacun, où il est, en fonction de ses compétences, qu'il soit scientifique ou pas, qu'il soit manuel ou pas, peut participer à ce défi que nous impose l'évolution. Et là, donc c'est le thème de la nation apprenante, et il faut relire Condorcet. Condorcet dit très justement, et on revient à la question du progrès. Condorcet dit très justement, pour que le progrès soit acceptable, il faut absolument investir massivement dans l'élévation du niveau de connaissance de toute la population. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un progrès d'un côté et de l'autre côté des masses qui sont coupées de la compréhension de ce qu'est la science et de la direction. Et ça permet aussi le contrôle démocratique absolument indispensable. On ne peut pas faire une confiance absolue aux scientifiques. Il faut que chaque évolution du progrès, elle soit examinée par la totalité de la population, et pour qu'elle soit examinée par la population, il faut qu'elle soit débattue démocratiquement et votée par l'ensemble de la nation. Ça, je pense que c'est fondamental, et on voit bien là, par rapport à ce qui a été dit, qu'on tourne le dos aux deux objectifs. Parce que vous regardez les sondages récents sur qu'est-ce que la pensée scientifique des gamins, c'est absolument catastrophique. Vous avez lu comme moi qu'on se gossait des Américains en disant que c'est un peuple d'ignards et il y a des gamins qui pensent que la Terre est plate. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Et vous regardez ce qui est encore plus effrayant, et je pense que c'est le même mot, c'est le même problème. Il y a un tiers des gamins aujourd'hui qui pensent que la Shoah n'a pas été aussi grave que ça. Hein. Donc il y a une forme d'abolition du sens critique qui fait qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population ne distingue pas quel est le niveau d'information parmi la masse énorme avec laquelle ils sont submergés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre un cours d'un professeur d'histoire sur ce qu'a été la Shoah et ce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux. Et donc là, il y a un travail gigantesque à faire, parce qu'on ne pourra pas accompagner la nation entière vers la volonté d'être dans une forme de progrès si par ailleurs on l'exclut de tous les mécanismes de la rationalité, du sens critique, etc. Et là, on sent très bien, dans les politiques
des ministres de l'Éducation nationale, et Blanquer le premier, le credo, ça a été lire, compter, et Blanquer avait rajouté le volet disciplinaire et bien se tenir en classe. Mais l'apprentissage du sens critique, la nécessité d'inculquer aux enfants qui sont citoyens, qui doivent apprendre leur métier de citoyen, et que pour ce faire, pour utiliser de façon optimale leur liberté de citoyen, il faut qu'ils se forgent un esprit critique. Sur ces domaines-là, l'éducation nationale a quasiment abandonné. Je vais aller plus loin. Quand je dis qu'il faut absolument mobiliser toute la nation sur un projet de science, un projet de connaissance, c'est pas uniquement sur les applications qui nous permettraient de dépasser les problèmes énergétiques. Moi, je suis plutôt historien dans le domaine des sciences humaines, et je tiens absolument à défendre le continuum des savoirs. C'est-à-dire que considérer qu'on ne peut pas avancer dans le domaine des sciences si on n'avance pas de façon parallèle sur le domaine des sciences humaines, sur la philosophie, sur la compréhension des langages, parce que tout se tient. Tout se tient. Je vais juste prendre un exemple que nous avait donné ici au Sénat Thierry Breton quand il était le patron d'Atos, et mes collègues sénateurs me demandaient qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui enseigner pour être les meilleurs dans l'intelligence artificielle. Et Thierry Breton avait dit le latin et le grec. Incompréhension générale. Voilà. Et il expliquait de façon très forte. Oui, c'est très proche. Et il expliquait ça de façon très intéressante en disant qu'est-ce qui nous intéresse dans l'intelligence artificielle, c'est d'essayer d'approcher le mieux de ce qu'est le fonctionnement d'une pensée, le fonctionnement d'un cerveau. Et le langage, un langage qui est aujourd'hui plus utilisé, le latin, ça nous permet, le grec, ça nous permet de comprendre par l'analyse du langage la façon dont un Romain d'il y a 2000 ans, du 1er siècle après Jésus-Christ, pouvait réfléchir. Et il y a sans doute beaucoup de choses à tirer de la compréhension de ce qu'était la relation au langage d'un latin au 1er siècle, beaucoup plus que par une approche purement mathématique. Or, on voit bien que le champ disciplinaire se réduit de plus en plus. Et au CNRS, ce qu'on appelle de façon très pudique les disciplines veuves, c'est-à-dire les quelques domaines extrêmement étroits de la connaissance, il ne reste plus que 3-4 chercheurs, sont en train d'augmenter. Moi, j'ai connu le CNRS à une époque où l'objectif du président du CNRS, c'était d'avoir des compétences dans tous les domaines de la recherche. Voilà. Aujourd'hui, le président actuel considère que c'est plus possible, c'est complètement utopique, et il faut choisir un certain nombre de disciplines. C'est une aberration, je pense que c'est une aberration totale. Sur le problème de la relation à la science, je partage complètement ce qu'a dit Cédric, et je le dis autrement, je crois que la confiance dans la science, elle réclame d'abord une confiance dans les institutions, et dans les institutions politiques. Je prends mon exemple, moi je me suis fait vacciner tout de suite par le vaccin avec l'ARN, non pas que j'ai compris le fonctionnement du vaccin d'ARN, mais j'ai compris quels avaient été les tests de validation de cette nouvelle technologie médicale. Et c'est parce que j'avais confiance dans ces institutions-là que j'ai eu confiance dans le vaccin, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, la méfiance de la science, elle n'est qu'une autre forme de la méfiance des institutions, de la méfiance de notre fonctionnement démocratique. Et on le voit très bien dans tous les courants complotistes. Ce qui est discuté, c'est la science, mais tout le reste. Tout le reste. La démocratie, le système républicain, etc. Donc, reconstruire une nation scientifique, c'est aussi reconstruire une nation démocratique. Et les deux sont inséparables. On ne peut pas séparer le projet politique, scientifique, du projet politique démocratique. Et alors ça, c'est un travail immense à faire. Je finirai pour être très concret sur ce qui a été dit par rapport à ta question et par rapport au Sénat et à d'autres institutions. Il y a 15 jours, un article de Nature est paru en montrant que la science globalement était dans une forme de bégaiement général. C'est-à-dire que
la pauvreté du système des appels à projets, où on demande à des personnes sur 4 ou 5 ans de donner des éléments qui leur permettront de faire fonctionner leur laboratoire, puisque c'est ça, les laboratoires fonctionnent avec les appels à projets. Ça, c'est un système qui conduit à banaliser des idées reçues, des choses qui sont déjà connues et qui n'incitent absolument pas à la prise de risque. C'est une évidence. Donc le système très libéral qui considère que de toute façon il faut se méfier des chercheurs et les soumettre à des critères qui sont ceux du management privé, il aboutit à un échec scientifique absolu. Et je suis très intéressé de voir qu'il y a une prise de conscience de l'autre côté de l'Atlantique, alors qu'en France, on continue sur le modèle anglo-saxon, sur lequel les critiques sont de plus en plus fortes. Donc on ferait bien de s'arrêter, de regarder les critiques de l'autre côté et de penser un nouveau système qui redonne toute la liberté aux chercheurs et qui favorise ce qu'un professeur au Collège de France, je ne sais plus lequel, disait, ce dont on a besoin, c'est une science inutile. Parce que la science inutile, c'est très souvent celle qui permet un changement des paradigmes de connaissance. Et aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin, pas une science qui donne à des jurys qui se réunissent tous les 4 ans des éléments qu'ils connaissent déjà pour avoir la certitude d'un financement, mais des choses qui ne sont pas comprises par les gens. C'est ce que disait Kuhn dans son bouquin sur les paradigmes scientifiques, c'est-à-dire le projet qui serait refusé par toutes les agences de financement parce qu'il est incompréhensible, parce qu'il ne correspond pas du tout à ce qui est compris. Donc c'est là-dessus qu'il faut miser, et pour ça, la condition essentielle, c'est une liberté absolue des chercheurs, alors pour leur recherche et aussi dans leur mode d'organisation. Voilà. Et la liberté académique est quelque chose de tout à fait fondamental, c'est redonner aux chercheurs le plein exercice de définir au sein de leur discipline ce qu'il est possible de faire et comment il le faire, sans aucune ingérence autoritaire de l'extérieur. Ce qui est malheureusement le cas actuel. Je finirai par un exemple. On a discuté pendant quasiment 1 an de la loi de programmation de la recherche, dont le bénéfice, là en 2023, le bénéfice budgétaire est introuvable. Voilà. Par ailleurs, France 2030, c'est 57 milliards d'euros, dont 10 milliards consacrés à la science. On ne sait pas comment les 10 milliards sont gérés, par qui fait le choix des projets. Voilà. Et la personne qui s'en occupe, ancien député et par ailleurs ancien fondateur d'une maison de jeux vidéo, Atari pour pas la citer, considère que pour aller plus vite, il faut que les dossiers de demande soient triés par l'intelligence artificielle. Donc là, on est arrivé à la fin, le serpent se mord la queue, et quand on lui a demandé pourquoi, il dit que ça sera justement une expérience très très intéressante pour voir comment il y a une interaction entre le travail du chercheur et l'intelligence artificielle. On lui a demandé qui allait concevoir les logiciels artificiels, évidemment les mêmes. Donc là on a un magnifique système où la bureaucratie se perpétue en groupe. Voilà. Je veux pas être plus long. Moi, j'aurais vivement souhaité que Cédric nous parle, mais il n'a pas osé parce que je pense que c'est encore des événements un peu douloureux pour lui, de la façon dont il avait pu essayer d'inculquer un petit peu de science dans les cercles du pouvoir, y compris à un très haut niveau, c'est-à-dire celui de l'environnement de Macron. Enfin, moi, j'en ai parlé avec lui, c'est une histoire extrêmement dure, parce qu'il a eu le sentiment qu'il y avait une incompréhension totale, et qu'il y avait à la fois un manque de culture scientifique des cercles dirigeants qui étaient abyssales. Moi, je donne toujours cet exemple. Au Sénat, on est 2 chercheurs au CNRS, une dizaine de professeurs, pas plus. Vous prenez le Sénat il y a 30 ans, il y a 30 profs,
Il y a des médecins, il y a des scientifiques, etc. Donc, au sein même de la représentation nationale, il y a une perte de la culture scientifique qui fait qu'aujourd'hui, la représentation nationale ne comprend plus la science telle qu'elle se fait. Il y a une incompréhension générale et elle voit la science par rapport au management privé. Hein, pour faire simple, le benchmarking, donc il suffit de déposer des indicateurs, de demander aux chercheurs de remplir des indicateurs et de savoir s'ils sont dans les clous ou s'ils ne sont pas dans les clous. Donc là, il y a un problème qui est massif et moi je dis souvent à mes collègues scientifiques, faites comme moi, franchissez la barrière, voilà, et devenez parlementaire. Parce qu'on a besoin de ça. Parce qu'on a besoin à un moment donné que les scientifiques s'investissent de façon beaucoup plus forte dans la politique, au sens noble, pour essayer de colmater la brèche béante qu'il y a entre le monde politique et le monde scientifique. Voilà. Je ne veux pas être... Vas-y, je t'en prie. C'est comment? Parce que bon, le constat, on commence à bien faire. Le niveau de nos élèves en maths et en sciences en général, quand même chuté, j'en sais rien, mais en tout cas n'est pas satisfaisant au regard de ce qu'il y a ailleurs. Deuxièmement, il y a en effet de plus en plus de gens qui croient tout et son contraire, genre la Terre est plate, etc. Tout ce que vous avez sur la recherche université, on fera une réunion spécifique sur recherche. L'université, c'est calamiteux. Mais une fois qu'on a fait ce constat terrible, par quel bout on peut changer les choses? Parce que c'est quand même ça qui... Alors, pas par un seul bout, c'est sûr. Mais il y en a quand même plusieurs. Le premier, c'est quand même l'école primaire et le collège, le lycée, disons. Au moins collège, lycée, école primaire. Et puis, il y a la place de la science dans les médias, dans la culture scientifique et technique comme pilier de notre modèle culturel et de notre modèle global. Je suis frappée premièrement, c'est que à l'école primaire, je ne sais pas si on a déjà fait des assises des enseignants du premier degré pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de l'enseignement scientifique, comment ils se l'appropriaient ou pas, quelles difficultés ils avaient ou pas. Évidemment, il y a la traditionnelle non-appétence des élèves pour les maths abstraites, etc. Ce qui a toujours été un peu vrai, mais tout le monde ne va pas être non plus des matheux de chez matheux. Mais tout le monde peut quand même comprendre ça. Je crois que le levier principal, c'est quand même ce que dit Cédric quand il commence à vouloir faire des maths, c'est « je veux comprendre ». Expliquer aux enfants, très tôt, qu'ils peuvent comprendre, qu'en réfléchissant avec des méthodes de réflexion, d'analyse, ils peuvent comprendre ce qui se passe autour d'eux. Ils peuvent avoir la possibilité de savoir si on leur raconte des conneries ou pas, et comment ils peuvent construire leur argumentation pour défendre les choses. Je pense que cette question de la compréhension est fondamentale. Le deuxième, c'est ce qu'il dit sur les algorithmes. Il n'y a plus de lien concret entre les gens et la science. C'est-à-dire s'ils font rien. Rappelez-vous la main à la patte de Charpak. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Moi, j'ai jamais été, personnellement, j'ai toujours une entrée abstraite en sciences avant du concret. Au point que, quand on m'interroge au CAPES, où on me dit qu'est-ce qui se passe quand on met de l'acide chlorhydrique sur du fer, que je dis le potentiel d'oxydoréduction du fer, du machin, etc. Donc il y a un dégagement d'hydrogène. Les profs éclatent de rire en me disant non mais foutez une goutte d'acide sur du fer, il y a bien un dégagement tout de suite, vous voyez. Mais pour vous dire que le rapport au fer, à la pratique d'un certain nombre d'éléments de la vie scientifique est fondamental. Or, on n'en a aucune. Ni de l'expérimentation des écoles primaires, quasi aucune. Alors moi je pense qu'il y a un premier travail à faire, qui est de commencer à voir qu'est-ce qu'on met dans les programmes, et comment on forme les enseignants, et comment
si je puis dire, on les mandate pour avoir une mission de compréhension et d'adhésion à la cible. La deuxième chose, c'est le hors-école. Dans les centres de loisirs, on a beaucoup d'heures de travail dans les centres de loisirs. Les gens, les gosses font plein de trucs. Parfois plus qu'à l'école, quand ils font centre de loisirs pendant les vacances et tout. Il n'y a jamais, ou alors c'est miraculeux, un atelier scientifique et technique. C'est toujours un truc de théâtre, tout ça très bien, hein. Mais c'est les autres formes culturelles. Jamais un rapport, je ne sais pas, moi, faire une station de météo, enfin oui, tout le monde pourrait faire. Il n'y a pas les élus s'en foutent comme de l'an 40. Et moi, quand j'ai été maire, j'ai essayé d'introduire ça. Mais j'ai été obligée de faire venir des intervenants extérieurs, parce que dans les BAFA et autres trucs, ils étaient formés absolument pas à ça. Donc, je pense que dès le début, un grand programme de primaire et collège sur le rapport à la science, les maths, etc., et des centres dans chaque département, avec dans les centres de loisirs, des centres de culture scientifique et technique, avec des trucs attractifs, intelligents, bien faits, me paraît le b.a.-ba pour redémarrer un minimum de partage démocratique. Je ne crois pas que le doute, certes le doute sur les institutions accroît le doute. Moi, peut-être dans mon cas, je fais partie de la génération de 68. On n'était quand même pas très confiant dans les institutions. Bon. Mais j'avais une confiance, alors si je puis dire un peu aveugle, mais en tout cas absolue, sur la communauté scientifique, sur les vaccins et sur les trucs comme ça. Bon. Donc, je pense quand même, et quand tu vois les pays non démocratiques, il y a des pays qui absolument haïssent leur pouvoir et ont quand même confiance dans la science. Donc je trouve que c'est un peu simple de mettre la corrélation entre la confiance dans les institutions et la confiance dans la science. J'allais vous dire peut-être un peu abusivement que je pense qu'on retrouvera plus facilement une certaine confiance dans la science que dans les institutions. Parce que la science, la confiance qu'on peut avoir en elle, elle est quand même liée à la preuve. C'est-à-dire, la preuve du vaccin, c'est que ça marche. Et là, ce que je dis, et c'est ce qu'il disait, on s'est rendu compte que plus les gens se vaccinaient, plus ils étaient pour le vaccin, pour une raison simple. C'est un, ça n'aura pas nuit, deux, ça a plutôt marché. Donc, tout ça pour vous dire que dans les travaux des politiques d'aujourd'hui, et des citoyens que nous sommes, je pense qu'il faut imposer dans nos mairies, imposer dans nos débats politiques, qu'on repose la question de l'enseignement de la science, de la culture scientifique et technique, etc. Et la télé, alors il y a Jamie qui fait des choses dont je ne suis pas sûre que c'est des bouches, mais il y a au moins cette tentative de... Bon, mais franchement, ou alors c'est chiant à mourir. Vous avez du didactique, ça. Et je crois qu'il faut plutôt trouver des moyens de faire que les gens fassent des choses, et en tout cas qu'on le réintroduise dans les programmes de télé divers et variés, parce que ça n'est même pas cité. Et alors après, c'est comment on la traite. Je donne l'exemple des vaccins ou du Covid. La science, c'est la controverse scientifique, jugée, un peu arbitrée par les gens et arbitrée par les institutions scientifiques. Si vous remarquez que pendant le Covid, les scientifiques, on les avait, ils cohabitaient. Chacun était dans son rail à raconter son truc. Ils ne se répondaient jamais. C'est-à-dire, il n'y avait pas un débat. Mais tu dis ça, mais non, c'est pas vrai pour telle et telle raison. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, on avait des vérités qui, soi-disant, cohabitaient, dont on voyait ni la cohérence ni le fondement, et qui ne faisaient que qu'entretenir le doute. Les scientifiques savent rien, ils nous roulent dans la farine, c'est le pouvoir qui décide de prendre ceux qui lui sont
favorable. Oui. La télé, aussi comme lieu de débat sur les enjeux scientifiques, me paraît quand même devoir être promu. Ça ne réglera pas tout, parce qu'après, il y a évidemment toute la suite du circuit. Mais je peux vous dire que si les gosses, en primaire, en collège, n'ont pas plus envie de faire des maths, n'ont pas plus envie de faire des sciences, et bien on est mal parti, très mal parti. Alors, sur les maths, c'est encore un peu plus compliqué, c'est que personne ne veut admettre que les maths, il y a quand même un effet répétitif. C'est-à-dire que tu as fait 15 fois un exercice, tu finis par comprendre, enfin un exercice différent, tu finis par comprendre le raisonnement. Et comme on est dans un monde où on ne veut pas se faire chier à répéter 15 fois des exercices, bien évidemment ça n'aide pas. Et je vais terminer sur un truc. Pour moi, dans l'enseignement, les sciences, c'est ce qui est le moins déterminé socialement. Moi, je sais personnellement, quand j'ai eu à choisir, coup de chance, j'étais bonne aux maths et aux lettres, entre les maths et les lettres, j'étais pas d'un milieu hyper favorisé. Parce que j'étais sûre que le déterminisme culturel me paraîtrait. Le déterminisme social est moins fort avec les sciences, aujourd'hui et hier, qu'il ne l'est avec les lettres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gamins qui peuvent, heureusement, hein, mais c'est une protection, la science. Je voulais juste donner un exemple sur l'intérêt des sciences dans le primaire et même en maternelle. Je suis dans un délégué départemental de l'éducation nationale. C'est un rôle de citoyen bénévole qui va dans les conseils d'école des écoles dont il a la charge. Et dans une maternelle en particulier, la journée des sciences, c'est un succès fou qui ne s'est jamais démenti. Et effectivement, c'est des petits moyens. Et j'en profite pour inviter tout chacun, s'il le peut, de s'investir dans cet engagement citoyen de délégué départemental de l'éducation nationale, parce qu'on en manque cruellement. Alors que on dit souvent ça retarde largement la rentrée dans l'EHPAD. Merci, bonsoir. Je vais faire une petite observation et poser une question aux personnes de loi que vous êtes. La petite observation, c'est vis-à-vis des médias et de l'image souvent catastrophique et alarmiste qu'elle donne de certains sujets. On dirait sur les propos de Cédric Villani sur l'algorithmie. Quand vous entendez parler d'un algorithme dans les médias, vous avez l'impression que c'est quelque chose entre le mauvais génie, une boîte noire. Je prends un récent exemple sur France Inter, je vois un dossier, un scandale, un algorithme détermine la sélection de je ne sais quoi. Sans expliquer qu'un algorithme, tout le monde sait ce que c'est, ici, c'est gouverné par des êtres humains, etc. Donc ça donne une image catastrophiste. Donc là, il y a beaucoup d'éducation à faire, si c'est possible. Ensuite, ma question prolonge vos propos sur l'analogie entre la Shoah et le créatisme ou le complotisme. Face à la Shoah, il a fallu susciter, il y a un temps de 30 ans, une prise de conscience, et puis le délit de négationnisme a été posé. Ça a permis de poser un cadre, ça a permis de punir ceux qui allaient trop loin dans leur propos. Est-ce qu'on doit en arriver là? Alors, mon esprit scientifique me ferait dire si ça a marché, alors ça peut marcher là. Est-ce qu'on doit en arriver là aussi pour le platisme, pour le complotisme, les attaques à la science, la confusion entre les faits et les opinions dont on est témoin tous les jours. Merci. Non, mon propos ira un peu dans le même sens, enfin pas dans la réduction du platisme, parce que je pense que ce serait quand même lui faire beaucoup d'honneur, mais en réalité, ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport à la crise de la confiance dans les institutions, pour moi c'est d'abord une crise, même s'il y a une crise de confiance dans les institutions et qu'il y a des institutions qui dysfonctionnent, c'est d'abord aujourd'hui une crise de l'espace public. On a une crise profonde de l'espace public, et là-dessus, le confinement est très très intéressant. Si vous prenez les enquêtes d'opinion lors du confinement, a priori, le confinement, il est ni de droite, ni de gauche, ni du centre, ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche. C'est une politique publique menée dans le cadre d'une situation de crise, nonobstant des opinions idéologiques. Mais Macron n'a pas été élu sur ça, etc. Pourtant, plus vous vous rapprochez de l'électorat centriste,
plus le confinement est populaire. Plus vous vous en éloignez, plus il y a une forme de défiance. En réalité, plus je crois en Emmanuel Macron, plus je suis pro-confinement et vice-versa. A priori, il n'y a pas de lien de cause à effet. Pourtant, si, parce que justement, la confiance est confiée dans le politique, et étant confiée dans le politique, elle est ensuite attribuée à la science. Et ça, c'est un problème. C'est un problème qui n'est pas tant lié, à mon avis, et même si l'éducation primaire, secondaire et universitaire est importante, hein, je ne vais pas évidemment tirer les balles contre mon camp, mais on a un problème de structuration de l'espace public. Lors du confinement, comme lors des autres crises, je regarde la télévision que j'ai envie de regarder, et en regardant, et ça rejoint ce que tu disais, en regardant la télévision que j'ai envie de regarder, ou en lisant les sources que j'ai envie de lire, j'écoute le scientifique qui me plaît. Et en réalité, j'ai choisi mon opinion sur le confinement. Et en effet, il n'y a pas de débat, parce qu'en réalité, je ne veux pas qu'il y ait de débat, parce que si je suis un directeur de chaîne, eh bien, je veux que les gens qui me regardent continuent à me regarder. Et donc, je vais les flatter, je vais les caresser dans le sens du poil, et donc, je vais leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est-à-dire que le confinement est une horrible chose liberticide inventée par les Américains, les Russes, ce que vous voulez, ou bien que le confinement est l'alpha et l'oméga pour nous en sortir. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, cette déstructuration de l'espace public, cet espace public qui fonctionne en silo, ne permet plus le débat. Et là, il y a une réflexion, il y a en effet la nécessité d'avoir un service public qui fasse à nouveau là-dessus peut-être mieux son travail, peut-être moins de jeux télé et plus de frais d'égénie. Mais il y a la nécessité également d'avoir, et c'est là que je rejoins un petit peu les remarques sur le platisme, un régulateur des médias qui permet justement l'existence de cette pluralité. Or, aujourd'hui, grosso modo, eh bien, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, je choisis ma télé, je choisis ma source internet, et je finis par être convaincu que la télévision. Exactement. Et il y a un deuxième choix, il y a un deuxième élément, c'est également le choix de l'expert. C'est-à-dire que là, il y a une vraie réflexion à avoir sur le rôle des médias. Est-ce que vraiment la philosophie en France, c'est Michel Onfray qui, dans son bain à bulles, décide que eh bien, c'est une représentation du multivers et que les intrications quantiques contre les bulles remettent en cause le réchauffement climatique. Je résume en résumé ce qu'il a pu dire dans une vidéo qui a beaucoup tourné. Le jour où je pense que c'est ça la philosophie, pour beaucoup de nos compatriotes qui en réalité ne lisent pas des bouquins de philosophie, c'est ça la philosophie. Eh bien, je peux en effet douter de la science. Parce que si c'est vraiment ça la philosophie, soit j'ai un niveau d'esprit critique et je me dis que la philosophie c'est vraiment ajouter aux orties, soit je n'ai pas d'esprit critique et je crois à la philosophie. Donc tant qu'on n'aura pas une réflexion globale sur le rôle des médias, on pourra en effet bien éduquer nos jeunes pousses, mais le jour où elles arriveront dans la vie active, le jour où on les accompagnera plus à l'école, eh bien ils n'auront plus que Michel Onfray, et c'est quand même un peu triste. Encore une question où je peux répondre directement à votre question. Voilà. Parce que le travail que vous nous demandez, on l'a fait. On l'a fait, ça s'appelle l'intégrité scientifique. Et c'est dans la loi. C'est-à-dire, alors c'est un travail que j'ai mené d'ailleurs avec Cédric Vellani au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques ou technologiques, où on voulait réagir justement à certains comportements de chercheurs qui soient volontairement trichés pour augmenter leur financement ou qui sont dans une attitude politique, et je pense à un chercheur médecin marseillais qui nourrit une vision extrêmement complotiste de la science. Voilà. Et alors c'est le seul pays au monde où aujourd'hui, dans le Code de la recherche, vous avez plusieurs articles de loi qui définissent ce qu'est l'intégrité scientifique et qui obligent les chercheurs à la respecter. Maintenant, c'est aux organismes de s'en saisir pour essayer justement de faire ménage et d'expliquer de façon très forte aux chercheurs qu'ils ont un rôle politique. Et que quand ils sont sur un plateau de télévision et qu'ils disent que l'hydroxychloroquine, ça soigne de la Covid, derrière il y a des morts, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas soignés, qui ne sont pas vaccinés, et que leur responsabilité de citoyen est parfaitement engagée. Voilà. Les poursuites contre Raoult, vous avez vu ce qu'elles ont donné, elles sont extrêmement ridicules. L'ordre des médecins lui a donné un blâme et son institution de rattachement n'a absolument rien fait. Voilà. Raoult, il faut que vous le sachiez, c'est quelqu'un qui, dans son hôpital, avait sur un grand écran dans l'entrée son facteur d'impact.
Hein. Donc, vous savez comment fonctionnent les chercheurs, publient et chaque publication a un facteur d'impact, donc il avait ça dans son entrée, comme d'autres ont les cours de la bourse. Et c'était son fonctionnement. Et c'est un chercheur qui publiait 2 articles par semaine. 2 articles par semaine, depuis 5-6 ans. Donc tout le monde savait que c'était quelqu'un qui était dans une fraude complètement institutionnalisée, laquelle était protégée par des soutiens politiques extrêmement forts. Muselier, Ciotti, etc. Enfin, vous les connaissez comme moi. Donc là, par rapport à ça, je pense qu'il faut être d'une rigueur absolue et dire aux scientifiques, bien évidemment, vous avez la liberté de chercher, mais dans un cadre méthodologique qui fait que vous respectez le jugement de vos pairs. Et dès que vous sortez de ça, on estime que vous mettez en danger l'acceptation sociale de la science. Et vous vous arrêtez. Sur la vaccination, moi je reprends le propos de Benjamin, parce que dans les Hauts-de-Seine, vous prenez la carte du refus de la vaccination, c'est la carte des quartiers populaires, rigoureusement, et c'est la carte de l'abstention aux élections. C'est rigoureusement la même, c'est-à-dire les mairies gauches, en plus, Gennevilliers, Nanterre, Bagneux, Malakoff, etc. Voilà. Et moi j'ai vu l'expérience vraiment très intéressante. Est-ce qu'elles se sont mobilisées pour faire vacciner? Bien sûr. Et justement, c'est ça qui est intéressant. À Bagneux, la maire, de façon très intelligente, a compris qu'il y avait une difficulté par rapport à l'État Macron. Et elle a mis en place des équipes de la Croix-Rouge locales, qui ont installé des tentes au pied des immeubles et qui ont vacciné les gens. Parce que votre voisin qui est à la Croix-Rouge, vous avez confiance en lui. L'État qui vous demande de vous faire vacciner, vous n'avez pas confiance, mais le voisin de la Croix-Rouge, vous avez confiance. Et c'est comme ça qu'elle a remonté le niveau de la vaccination. Donc les deux, Cédric, il avait raison. Donc je pense que les deux sont quand même relativement liés. Sur l'intégrité scientifique, l'effet de méconduite scientifique, c'est un phénomène qui commence il y a une vingtaine d'années. Aux États-Unis, en France depuis environ 10 ans. En France, c'est quelqu'un, M. Voinet, qu'importe son nom, c'est pas grave, mais un chercheur très intéressant parce qu'il avait fait son analyse critique en disant, il y a un moment donné, je vendais du Voinet, je ne faisais plus de la science, je vendais une forme de fonctionnement, et il avait 30-40 doctorants sur 5 ou 6 laboratoires, c'est-à-dire qu'il ne contrôlait plus rien, avec l'objectif de faire du chiffre, de faire de l'article. Et là, il y a eu une forme de déstabilisation néolibérale d'un système qui les aliène complètement. Voilà. Donc là, je suis désolé, je parle en marxiste, mais la nécessité pour émanciper toutes ces personnes-là, c'est de leur faire prendre conscience de leur niveau d'aliénation. Et dire aux chercheurs, vous êtes complètement aliénés par un système qui privilégie un rapport très individualiste à la science. Donc il faut casser ça. Mais est-ce que tu crois pas qu'ils ont quand même un peu conscience? Oui, mais comme ils participent beaucoup au système qui leur rapporte financièrement, etc. Voilà. Je ne veux pas être méchant, mais moi j'ai fait le point sur, alors, je suis désolé, c'est un peu technique, sur les chaires de professeurs juniors. Voilà. Le syndicat était contre absolu, a raison, moi aussi. Aujourd'hui, quand on regarde qui en profite, parfois c'est un peu ceux qui ont dénoncé le système. Voilà. Parce que c'est intéressant, ça permet de casser son étudiant, etc. Donc il y a une forme de complicité, de schizophrénie, mais qui est due aussi au manque de projet politique. Il n'y a plus de projet politique. Donc après, chacun fait sa petite popote sur son réchaud et avance ses histoires. Et le problème, c'est, enfin, le problème de la gauche en général, c'est celui-là. C'est qu'est-ce qu'on a comme projet politique à porter pour la science. Moi, je trouve que, et je vais m'arrêter là, belle conclusion, que la nation apprenante de Condorcet, ça reste une référence absolue, parce que c'est un mode d'approche républicain de la science. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de ça. Sauf que c'est Bouquet qui a valorisé la pub sur le mot nation apprenante. Ah, mais ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est Ils nous ont tout pris. Même la laïcité. Ça voulait dire faire des cours
pendant les vacances. Voilà la nation qui, par ailleurs, c'est quand même pas. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, il reste un petit quart. Une toute petite question. Moi, je suis assez béotien dans le domaine. Je me passionne, je bois vos paroles, mais je me sens pas. J'ai du mal à voir comment est-ce qu'on se compare pour la consommation d'Internet avec les autres pays et les autres situations en consommation d'Internet par silo et qui sont dans une chambre d'écho tout aussi bien que nous. Je vois pas pourquoi ça serait différent en France, en Italie, aux États-Unis et en Allemagne. Et donc j'ai du mal à mettre le doigt sur ce qui serait spécifiquement français et qui pourtant le mal est spécifiquement français puisqu'on est catastrophique en PISA, puisque manifestement il y a eu de très mauvaises décisions qui ont été prises en matière d'enseignement et en matière de sciences. Et en matière de soutien à la science, à la démarche scientifique dans ce pays. Personnellement, pour une petite anecdote personnelle, je travaille à Saclay depuis 2 ou 3 ans, mais rien que ça, c'est une catastrophe, il n'y a aucun moyen d'aller à Saclay. Je mets 1h30 pour vous dire de mon 24 matin ça fait 20 ans Saclay. Projet d'entre-deux-guerres. Et puis l'entre-deux-guerres, que le projet de Saclay existe, j'ai vu que ça remontait au Irène et Frédéric Joliot-Curie, qu'on a décidé de mettre un pôle scientifique à Saclay. Ensuite, on a transporté Polytechnique dans les années 70, et depuis, il n'y a toujours rien. Je veux dire, en termes de. C'est sidérant. Là, un franco-français. Maintenant, je veux bien répondre rapidement, donc ça sera un peu caricatural. Ce qui distingue quand même particulièrement le système français, c'est le fossé abyssal qui existe entre les élèves les moins bons et les meilleurs. C'est-à-dire qu'il y a une forme de ségrégation sociale dans l'éducation française qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays. Et le fait aussi que la place de l'université en France est sans doute la pire de tout le système européen. Même pour les enseignants, ils sont bien payés. Pourquoi? Parce que, peut-être un peu provocateur, mais les élites qui nous gouvernent considèrent que tant que les classes préparatoires et les grandes écoles sont préservées, l'avenir de la nation est préservé. Parce qu'elles retrouvent les moyens de s'auto-reproduire dans un système qui est très très préservé. Le coût moyen d'un élève en classe préparatoire, c'est 15 000 €. Le coût moyen d'un étudiant, c'est 5 000 €. Il y a un rapport de 1 à 3. Voilà. Donc, on ne le sait pas assez, mais au moment de 68, Edgar Faure, qui n'était pas révolutionnaire, quand le général de Gaulle lui dit « vous avez carte blanche, moi je veux qu'en septembre ça soit plus la Churlie et tout le monde soit à l'université », Edgar Faure pense à un système global dans lequel les classes préparatoires, les grandes écoles disparaissent. Il n'y a plus rien. Voilà. Et là, il est convoqué par Pompidou, normalien, qui lui dit « non mais là ça va, tout le reste ». Je ne dis rien parce qu'il y a le général qui veut qu'en septembre la Churlie ça soit fini, mais là les grandes écoles vous touchez. Voilà. Et vous regarderez, et là vous vous tournez vers Marie-Noël qui vous le dira, mais il y a eu quelques tentatives sous des gouvernements de gauche d'une meilleure démocratisation du système qui ont rigoureusement échoué systématiquement. On est dans un système qui finalement n'a pas grand-chose à envier au système britannique de caste, où il y a 2-3 universités qui comptent et par lesquelles il faut passer. Nous, ce n'est pas les universités, c'est les grandes écoles. Donc, tant qu'on ne touchera pas ça, il y a un moment donné, on n'y arrivera pas. Le jour où tous les étudiants seront à l'université, l'État se souciera beaucoup plus de l'université qu'il ne le fait aujourd'hui. Voilà. C'est un peu brutal, mais... En effet, chaque fois, même au PS, il y avait des débats permanents dans les programmes, supprimer les grandes écoles. Tout le monde hurlait, non mais tu comprends, etc. Et c'est vrai que les gens qui ont été dans les grandes écoles voient bien l'avantage, entre guillemets, c'est pas leur privilège, ils pensent que ça marche. Forcément, il y a du fric. Tu es en classe prépa, tu es vachement bien encadré. Tu arrives dans la grande école, tu es vachement bien encadré. Bon, comme en plus, ils ont fait le tri principe au démarrage, ça marche. Donc évidemment, la suppression des grandes écoles apparaît toujours. Mais même à ce sujet, moi j'avais préconisé à un moment qu'on double le nombre de postes d'ingénieurs non dans les grandes écoles. Et que par ailleurs, on fasse autant de doctorants que de sorties de grandes écoles. C'est-à-dire qu'on finance la capacité de produire des doctorants en nombre plus important et qu'on travaille au débouché des doctorants. Parce qu'aujourd'hui en France, alors dans tous les autres pays du monde, quand on est doctorant,
On trouve du travail dans une grande boîte. En France, non. Ça mal fou d'intégrer les doctorants. Mais même ça, ils ne veulent pas, parce qu'ils voulaient rester, si je puis dire. Alors l'autre raison, à mon avis, c'est la désindustrialisation du pays. Parce qu'on parle des ingénieurs, mais un des débouchés des scientifiques, c'est pas que la recherche, c'est aussi les ingénieurs. Et quand il n'y a plus d'entreprise, d'usine, enfin d'industrie, eh ben, il y a moins d'ingénieurs. Et donc cette spirale terrible de la désindustrialisation, moi j'ai vu mes collègues, quand j'allais aux associations des anciens élèves, moi j'ai fait l'INSET, des enseignants, mais mon œil, dans ma promo, j'étais la seule à rester enseignante, parce que j'étais déjà conseillère générale, et que c'était dur d'être en même temps, voilà, bref. Donc tous les autres avaient abandonné l'enseignement, ils étaient déjà tous ingénieurs. Et quand je leur disais, oui, mais il faut quand même qu'on ait plus de formation d'ingénieurs, parce que ça date, hein, ça je vous parle des années 85-90 hein, déjà. Et là ils disaient, mais attends, mais il n'y a plus de boulot dans l'industrie. Nous, nos jeunes, ils ne veulent plus venir. Donc, la deuxième raison, c'est probablement cette raison de la désindustrialisation. Et au moment où on est dans la réindustrialisation, quand même il y a une espèce de volonté, je ne sais pas si ça marchera, on croise les doigts, mais il faut vraiment tout faire pour que ça marche. Il n'y a même pas un message, c'est pour ça que ce serait le moment de doubler le nombre de postes d'ingénieurs et de faire des doctorats en plus. C'est le message, oui, il y a des débouchés, ne serait-ce que dans le nucléaire, on est contre, mais à partir du moment où on relance la filière, on va avoir besoin d'ingénieurs, de techniciens supérieurs, de certains rapports à la science. Eh bien, il n'y a jamais en France, alors ça c'est aussi l'abandon du plan. Après avoir été hyper planiste en théorie, c'est-à-dire que l'État était censé décider, même si des fois il ne décidait pas vraiment, mais bon, passons, on est tombé dans l'inverse. On n'a plus de volonté de dire il nous faudrait tant d'ingénieurs, on va créer des formations dans tel domaine. Non, on crée des dispositifs. On finance, mais si personne n'a envie de faire, personne ne fait. Donc il n'y a pas ce volontarisme collectif autour d'objectifs qui soient industriels ou de formation. Et comme notre nation elle était historiquement très matricée par un État, qu'on le veuille ou non, il y a un rapport particulier du français à l'État, qui gueule dessus à longueur de journée, il a soi-disant pas confiance, mais quand l'État fait rien, il est complètement scotché. Donc la réalité, c'est qu'on a affaibli l'État, affaibli l'idée de la planification, et du coup, le lien entre le citoyen, son projet personnel, et un engagement dans une direction d'intérêt collectif ne fonctionne plus.